Ça va bien? Oui, parfait, parfait. Il est juste en levant la main. Qui n'était pas là l'an dernier? Oh, Beaucoup de wow, monde quand quand même. même, hein? Oh, beaucoup de nouveaux visages aussi pour nous. Ben, merci d'être là si tôt ce matin pour nous écouter pendant 45 minutes. On va vraiment essayer de se mettre à temps pour prendre toutes vos questions. Je vais essayer de voir si le clicker marche. Parfait. David, je te laisse te présenter. Tout à fait. Bon matin tout le monde. C'est un grand plaisir encore une fois cette année d'être avec vous. David Alexandre, Thibault Saint-Pierre, il y a plein de gens en passant que je connais ici qui étaient là l'année passée, qui sont encore là, ou de nouveaux visages aussi. Je pense aux gens de BZ, KPMG, j'ai vu des gens du gouvernement du Québec aussi. Grand plaisir. On le partage peut-être à micro fermé, mais on va le partager, je pense, à micro ouvert. C'est un événement qu'on apprécie particulièrement. On trouve qu'on est très proche de la communauté, évidemment, des MSSP, des PME. On trouve qu'il y a un dynamisme et une intensité technique en cyber qui est vraiment intéressante. On était vraiment content d'être de nouveau avec vous cette année. Mon rôle, responsable national de tout ce qui est cybersécurité pour le secteur public à travers le Canada. Donc, je m'occupais du Québec auparavant. Cette année, j'ai pris des responsabilités nationales. J'ai le privilège et la chance d'être le premier leader national basé à Québec chez Microsoft en 50 ans d'histoire. C'est une petite fierté pour moi, pour le Bureau de Québec. C'est grand le Canada quand même, hein? Je pense que c'est un apprentissage que j'ai eu cette année, mais on était content aujourd'hui de vous partager des leçons apprises sur l'IA générative. Puis évidemment, comme Myriam va le partager dans l'agenda, là, comment ça peut contribuer à la sécurité, puis comment aussi, d'un point de vue sécurité, on a un rôle à jouer pour protéger l'IA générative. Donc, je te laisse aller. Super, merci. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas ou qui n'étaient pas là l'an dernier, moi, c'est Myriam. C'est drôle, j'y pensais, puis je disais à David Alexandre hier, ça fait depuis 2023 qu'on parle de l'événement ITSEC. Puis je me rappelle en 2023, quand je parlais avec Maxime de Dévolution, je m'occupais des PME au Québec puis des partenaires de cybersécurité au Canada. Le temps que l'événement est arrivé en 2024, je m'occupais à ce point-là, j'avais changé de rôle, je m'occupais des organismes de taille moyenne. J'arrive aujourd'hui à un troisième rôle, je m'occupe maintenant des organismes de taille majeure au Québec. Et je vous le cache pas, l'année prochaine, j'aurai encore un autre rôle, puis malheureusement, je serai pas avec vous, mais ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. On a un agenda, comme l'an dernier, très chargé pour vous. On va, comme toujours, commencer avec les menaces, vous donner un petit peu de contexte, vous faire un petit peu peur, mais on va essayer d'aller vite avec ça pour pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur l'engagement de Microsoft en cybersécurité, tout en regardant l'IA générative, l'IA, puis vous montrer comment est-ce qu'on fait des recherches, comment est-ce qu'on améliore notre techno. Après ça, on a décidé de quand même garder le même contexte puis le même agenda que l'année dernière, mais avec une version 2.0. Donc, on va quand même continuer à regarder l'impact de la cybersécurité pour aller protéger des solutions d'IA générative. On a parlé de copilote l'année dernière. On va continuer à parler de ça, mais au-delà de copilote pour 365. Puis David Alexandre va vraiment aller un peu plus en détail sur Security Copilot, puis vous parler comment l'IA générative peut nous aider à être un peu plus sécure. On va finir avec des questions, mais je vous dirais, si je prends un petit break puis que je m'assois, n'hésitez pas, ça va bien aller de mon côté. On sait tous l'impact de la cybersécurité, de l'IA générative sur la cybersécurité. Si on regarde les chiffres, vraiment, c'est pas une surprise que la plupart des applications qu'on utilise maintenant et qu'on va utiliser dans les années futures vont avoir de l'IA générative infusée, que ce soit des applications qu'on utilise à niveau personnel dans notre vie de jour en jour ou les applications qu'on utilise au travail. Mais je veux regarder, je sais qu'on va parler des menaces, mais je veux quand même regarder le côté positif de l'IA générative. Si je regarde ce qui s'est passé depuis 1 an et demi, 2 ans jusqu'à maintenant, l'impact de l'IA générative a vraiment été très positif sur beaucoup d'industries aussi. Je pense à la santé, l'industrie de la santé, les diagnostics, je pense au gouvernemental, transport, même manufacturier. On a pu faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé qu'on pourrait faire, des choses vraiment inimaginables. Ceci dit, j'imagine ici que la plupart d'entre vous commencez, si vous travaillez avec des organismes ou si vous faites partie d'une organisation, que la plupart d'entre vous commencez à regarder comment mettre en place une stratégie et un plan d'IA générative ou d'IA en général. Ceci dit, malheureusement,
Si on parle avec les responsables de cybersécurité, il nous paraît que la plupart ne sont pas assez prêts pour les risques de l'IA générative. Mais si je regarde de l'autre côté, encore une fois, la plupart disent que c'est super important de mettre en place une stratégie de sécurité et de protection de données et qui veulent mettre ça en place aussi. Donc, il y a des plans qui sont faits, il y a des plans qui sont en préparation. On n'est pas encore prêt. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on est vraiment tiré dans les deux côtés. Il y a beaucoup de push ou dans une organisation pour pouvoir aller mettre en place des stratégies d'IA générative, mais en même temps, on a vraiment peur, puis on n'a pas assez de stratégies mises en place pour protéger les données. Fait que le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous dire qu'on va essayer de faire ça de plus en plus, puis comment est-ce qu'on peut vous aider. Maintenant, si on regarde de l'autre côté, nous, on utilise l'IA générative pour s'améliorer, être plus productif, faire des choses qu'on ne pensait pas qu'on pouvait faire, mais les attaquants font la même chose. De leur côté, ils veulent être plus productifs, ils veulent utiliser de l'ingénierie sociale, ils veulent faire des attaques un peu plus sophistiquées, ils veulent faire des choses en masse. Je pense aux password attack, etc. Fait que de leur côté aussi, ils utilisent l'IA générative, puis ils sont très, très créatifs dans leur façon de comment ils le font. Fait qu'il y a 3 préoccupations principales qu'on entend de nos clients. On a peur qu'il y ait une fuite de données, puis qu'il y ait un accès à des données qu'on ne voulait pas que les gens aient accès à. On a peur de faire des erreurs, puis que nos employés fassent trop confiance à l'IA générative, puis ne regardent pas les ressources ou ce que la solution d'IA générative va utiliser pour nous donner des réponses. Fait qu'on veut faire beaucoup plus d'entraînement à nos employés. Et à la fin aussi, il faut penser à la conformité, les politiques qui sont mises en place. David Alexandre va un peu parler de notre engagement de ce côté-là plus tard. Avant de te passer la parole, David Alexandre, je voulais juste ramener les choses un peu en cercle vicieux, puis vous dire comment nous, on approche ça, puis tu rentres plus en détail. De notre côté, Microsoft, on regarde les politiques qui sont mises en place d'un point de vue national, international. On fait nos recherches, on développe des choses. Donc, on parle avec nos ingénieurs, on développe. Je ne vous cache pas qu'on développe beaucoup trop de choses, très, très rapidement aussi. Mais on continue à faire ça. On développe, on vous demande des questions, on a votre feedback, on regarde les politiques, on fait des recherches, etc., etc. Je te laisse parler un peu plus des recherches. Tout à fait. David Alexandre. Merci beaucoup, Myriama. Évidemment, vous aurez compris que les constats qu'on fait en IA générative, on va tenter tout à l'heure de vous partager quelques pistes de solutions technologiques à pouvoir mettre en place dans vos organisations respectives. Avant d'aller là, on trouve toujours intéressant aussi de prendre un petit pas de recul sur ce qu'on voit à l'échelle planétaire. Je pense que Microsoft, on a le privilège, on va dire, d'avoir une perspective sur le monde d'un point de vue cyber, d'un point de vue technologique qui est assez unique. Puis on aime toujours partager annuellement dans un rapport qu'on appelle le MDDR chez nous, qui est publié en octobre à chaque année. Les plus grands constats qu'on fait. Myriam a parlé de quelques chiffres sur l'IA générative qui s'y retrouvent définitivement. D'un point de vue menace, le rôle que Microsoft joue, puis le contexte de pourquoi Microsoft a investi en cybersécurité, on voulait prendre quelques minutes pour revenir sur cet élément-là. Si on parle d'attaquants à étonnation, c'est des chiffres que souvent j'ai partagés dans les années passées. Je parlais dans ces chiffres-là d'une surreprésentation des différents paliers gouvernementaux à travers la planète qui sont frappés. Simplement un constat qu'on constate cette année puis qu'on veut partager avec l'ensemble de l'industrie, c'est que l'industrie des TI, tout ce qui est logiciel, service, développement de solutions, ça peut être des fournisseurs de services qu'on pourrait considérer comme services critiques. Il y a une grande propension d'attaques qui est commise justement à ce niveau-là. Donc, il faut en être conscient, il faut réaliser que les attaquants, vraiment d'un point de vue nation-state attack, commettent ce genre de méfaits-là, de crimes-là envers ces institutions-là. Même chose au niveau de l'éducation. On constate qu'il y a une accélération importante de ça. Tout ça dans un contexte, en passant, où d'un point de vue attaque de phishing, nous, les chiffres qu'on recense d'une année à l'autre, c'est une augmentation d'environ 275 %. Donc, bref, IT, éducation, gouvernement sont largement touchés par ces attaquants-là qu'on considère des joueurs attaque État-nation. Puis, spécifiquement pour le point de Myriama sur l'IA générative, comment l'attaquant utilise ça, il y a plein de façons. Ultimement, on accélère ou on améliore les tactiques qu'on connaîtrait, par exemple, dans le MITRE Framework en utilisant l'IA générative.
Par contre, d'un point de vue attaque et détonation, les joueurs qui sont vraiment très, très, très présents là-dedans, c'est surtout actuellement ce qu'on surveille, ce sont les attaques où on va faire ultimement, on va avoir des opérations d'influence pour changer la perception du public. Évidemment, vous pourrez utiliser du texte pour le faire, mais vous avez probablement vu des vidéos, des images extrêmement choquantes là, dans la dernière année qui ont été produites par l'IA générative. Puis on se questionne si c'est vrai ou non. Bien, ces pays-là, ces attaquants-là, d'un point de vue nation-state, vont justement produire cette propagande-là pour convaincre leur propre population d'un narratif X. Puis de plus en plus, c'est comme ça qu'on voit ces joueurs-là, nation-state, utiliser cette IA-là. Évidemment, on parle d'IA générative, on parle d'attaques super avancées. On aime toujours, à vrai dire, devrais-je dire, ramener ça à la base. Qu'est-ce qui peut avoir vraiment de l'impact pour vos organisations? Ramener à la base, puis je vais reparler tout de suite après de la pyramide des besoins en cybersécurité, mais on voit que 99 des attaques sur l'identité, c'est une attaque toute bête où on a votre nom d'usager puis votre mot de passe. Vous pouvez penser que votre mot de passe est probablement en vente libre sur une base de données d'une application pas très sécuritaire qui a été, par exemple, extirpé puis qui est maintenant en vente sur le dark web. Ce mot de passe-là qui est en vente là, c'est probablement une variante de votre mot de passe pour le travail ou pour une autre application. Mais la majorité des attaques qui ont du succès d'un point de vue identité, c'est simplement en ayant votre nom d'usager, donc souvent votre courriel, puis ce mot de passe-là ou une variante de ce mot de passe-là, puis on réussit à s'infiltrer dans les systèmes. Donc, s'il y a un élément aujourd'hui à retenir de tout ce qu'on va parler, 2 facteurs d'authentification partout, c'est essentiel. Je pense que dans les vies personnelles, particulièrement dans un contexte de gens en cyber, en TI, c'est bien compris, c'est bien maîtrisé. D'un point de vue organisation, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans les entreprises, dans les PME, il y a toujours de bonnes raisons pour certains rôles dans l'organisation ou, ultimement, certaines personnes qu'on pourrait appeler des VIP, de ne pas mettre en place 2 facteurs d'authentification. Ce qu'on constate, c'est que vous ne pouvez plus faire ça, le risque est trop grand. Les besoins aussi, on va parler, comme je vous disais tantôt, d'IA générative. On peut être vraiment au sommet de la pyramide puis avoir les solutions les plus extraordinaires fournies par Microsoft, par d'autres joueurs de l'industrie pour vous défendre. Ultimement, si vous n'avez pas protégé vos appareils, si vous n'avez pas protégé vos réseaux, si vous n'avez pas une identité qui est sécure avec 2 facteurs d'authentification, vous êtes à risque. On veut simplement revenir sur le fait que les solutions, il y a des technologies extraordinaires. Pensez aux fondamentaux avant d'investir plus haut dans la pyramide des besoins, parce que sinon, ça n'aura pas l'impact que vous allez souhaiter. Souvent, je partage ce matériel-là aussi. Je veux simplement dire, dans l'ensemble de la chaîne d'attaque, le kill chain dans l'industrie, il y a plein de bonnes solutions qui sont extraordinaires, qui fonctionnent très bien, qui sont très performantes. De gauche à droite, dans la chaîne d'attaque, évidemment, un typique courriel d'hameçonnage qui viserait à usurper votre identité jusqu'à l'exfiltration de données à la droite de cette diapo-là. Simplement mentionner que c'est difficile d'opérer ces environnements-là. Souvent, c'est très fragmenté. Même si vous avez un partenaire de service géré qui a opéré plusieurs solutions, il y a des silos. Souvent, ça crée des zones grises. Donc, ce qu'on a vu, c'est une consolidation vers une plateforme. Évidemment, Microsoft en est une, il y en a d'autres dans l'industrie. Ce qu'on a fait, on a investi de façon massive en plus de 20 milliards il y a déjà maintenant plus de 5 ans. On a réinvesti de façon significative dans ces produits-là. Mais juste vous dire, on avait le feedback au départ que c'était c'est bien d'avoir une plateforme, mais dans chacun des piliers de cette plateforme-là, ça prend vraiment une performance qu'on considérait best of breed, le meilleur de chacun des piliers. Et c'est ce qu'on a fait. On a investi de façon massive pour devenir ces leaders-là, sans partir Forrester, Gartner, parler de ça, mais juste vous dire, dans l'industrie, maintenant, c'est reconnu. Puis on continue en passant. Ces cadrans-là, évidemment, changent à chaque année. Puis on est commis, on est investi à redoubler d'efforts puis investir de plus en plus pour avoir le niveau de performance souhaité par l'industrie. Rôle de Microsoft en sécurité, je bascule rapidement. C'est souvent une diapositive que l'année passée, ou dans les années passées, devrais-je dire, on partageait. Moi et Myriam, on fait partie de l'organisation Microsoft Security. Je parlais de 20 milliards d'investissements sur 5 ans qui avaient été faits dernièrement. Ultimement, cet investissement-là se traduit aussi dans des ressources qui accompagnent nos clients dans la mise en place, dans l'optimisation des solutions de sécurité. Puis évidemment, au départ, on avait fait cet investissement-là pour protéger le nuage Microsoft, donc que ce soit Microsoft 365, Azure, GitHub, d'autres solutions infonuagiques Microsoft. Notre rôle, c'était vraiment pour l'ensemble des industries, des marchés qu'on couvre, de protéger ces nuages-là. Bien, notre rôle évolue. Le premier truc que je veux mentionner, c'est souvent, puis si je reviens rapidement, pas besoin de revenir, à dire, pour les diapositives, mais on réalise souvent, dans notre discours d'industrie, que ce soit nous ou d'autres grands fournisseurs, souvent on peut penser que les gens sont très moralisateurs sur comment on devrait mettre en place ces technologies de sécurité Microsoft, par exemple, mais que nous, on sait tout puis qu'on n'a rien à apprendre. Puis je ne sais pas si vous avez suivi plus d'1 an maintenant l'attaque Midnight Blizzard. Nous-mêmes, à l'interne, on a été impactés par une attaque de cybersécurité avec des technologies legacy qui étaient en place puis qui étaient mal configurées, qui ont fait en sorte que nous, on était vulnérables à l'interne. Donc, je dirais ça, dans notre organisation, ça a été vraiment un moment de prise de conscience où on s'est dit, si nous, on ne fait pas mieux, la confiance envers Microsoft va être directement impactée, donc on se doit de faire mieux. On a appelé cette initiative-là Secure Future Initiative, SFI.
Je ne sais pas en levant la main, c'est des gens qui ont entendu parler d'SFI. Est-ce que c'est quelque chose de connu? Il y a quelques personnes, hein, très peu. Parfait. Mais vraiment, c'est un processus qu'on a mis en place à l'interne pour dire 3 grands piliers, là. Je ne les ai pas traduits, je trouve que ça se traduisait peut-être un peu moins bien, là, mais Secure by Design. Donc, quand on développe nos produits, on fait vraiment un effort conscient pour redoubler l'ardeur, pour que les contrôles ou l'application qu'on développe soit plus sécuritaire à partir du code jusqu'au déploiement. Donc, il y a vraiment des efforts qui ont été investis là. On le faisait, on redouble d'ardeur là-dessus. Secure by default. Donc, quand on vous livre des produits de votre côté, évidemment, nous, on a un jeu de contrôle qui est de notre côté, qu'on gère pour fournir la sécurité dans les technologies que vous utilisez. Mais c'est la même chose aussi avec les contrôles qu'on vous donne. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes un fournisseur de services, par exemple, là, les contrôles minimaux de sécurité dans Microsoft 365, par exemple, dans Azure, ils ont été rehaussés. C'est directement lié à cette initiative-là pour que la posture de sécurité de vos environnements soit meilleure, donc que la confiance envers les technologies de Microsoft soit meilleure, puis que la confiance soit maintenue dans nos organisations respectives. Puis évidemment, d'un point de vue Secure Operations, nous aussi, on a investi en IA générative pour la défense chez nous. Même chose pour nos capacités de surveillance. Donc, bref, ces 3 piliers-là sont vraiment mis de l'avant chez Microsoft. Et juste vous dire, ce n'est pas seulement des slides, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on parle aujourd'hui avec vous, là. Moi et Myriam, on a une évaluation biannuelle qui s'appelle un Connect chez Microsoft. D'ailleurs, on le faisait très récemment. Et puis, on doit parler dans cette évaluation-là de priorité, de core priority chez Microsoft, et c'en est une. Et on doit démontrer, nous, en termes d'employés Microsoft, comment on fait une différence significative là-dessus. Et évidemment, on est en sécurité, donc ça peut paraître simple, là, mais les gens de RH, par exemple, ou les gens de marketing, ou les gens de vente d'autres solutions, mise en place de d'autres solutions qui n'ont rien à voir avec la sécurité, doivent faire cet exercice-là aussi. Donc, bref, je veux juste vous dire, c'est pas seulement qu'on parle de technologie puis on veut la mettre en place puis on dit comment faire, mais nous aussi, on a un regard très critique sur comment on opère pour gagner ou garder cette confiance-là. Donc, comment on opère désormais, cette couche-là de confiance est primordiale, c'est la fondation de comment on travaille. Évidemment, il y a toujours la couche Microsoft Security qu'on met en place avec les organisations. Par contre, on a des aspirations beaucoup plus grandes. Souvent, on peut penser que la technologie Microsoft va permettre à sécuriser Microsoft. C'est beaucoup plus large que ça. On va vraiment vouloir sécuriser tous les nuages, même que ce soit de l'hébergement, de la colocation, que ce soit d'autres fournisseurs, même du on-prem. On va vouloir le protéger avec des technologies qui sont propulsées par l'info nuagique. C'est la même chose pour l'IA générative. Donc, si vous avez, par exemple, Copilot, vous avez d'autres IA génératives, on va avoir les contrôles, la sécurité qu'on va pouvoir mettre en place avec vous pour protéger ces expériences-là. Évidemment, l'ensemble de nos solutions SaaS, comme toujours, pour desservir les mêmes industries. Donc, bref, notre mandat est plus large et assis sur une confiance et une introspection qu'on a fait là-dessus. Je ne veux pas en parler trop longtemps, mais je sais que c'est des sujets qui, particulièrement au Canada, au Québec, peuvent être sensibles. Encore une fois, en levant la main, est-ce que des gens qui ont entendu parler des annonces qu'on a faites peut-être il y a 2 ou 3 semaines dans le secteur public, c'est plus populaire, là, en Europe? Oui, encore les mêmes qui lèvent la main. Hein? Mais ultimement, c'est des annonces qu'on a faites. Je ne veux pas trop, comme je vous dis, prendre de temps là-dessus. Il y a 2 points que je veux vraiment insister là-dessus. Dans un contexte géopolitique extrêmement volatile, il y a beaucoup de gens qui sont préoccupés sur la sécurité de l'information pour des fournisseurs américains et d'autres fournisseurs aussi, là, mais bref, dans un contexte où on veut s'assurer que nos jeux de données, nos données à nous, ils sont protégés. Dans cette publication-là, qui était majoritairement pour l'Europe, mais qui était aussi pour l'ensemble de la planète, il y a 2 trucs, comme je vous disais, que je veux attirer votre attention. D'un point de vue engagement, de protéger vos informations. On réitère nos engagements de dire, si nous, d'un point de vue gouvernemental, par exemple aux États-Unis, on est demandé de fournir accès à vos données ou de cesser le service pour vous, la première chose qu'on va faire, c'est rediriger la demande de ça vers vous. On fournit des technologies, on est un fournisseur de plateforme chez nous, mais on ne possède pas vos données. Les systèmes qu'on fournit, ce sont à votre bénéfice. Vos données sont vos données dans ces systèmes-là. Ce n'est pas des solutions commerciales où on va avoir un modèle, nous, où on va utiliser vos données pour faire, par exemple, un profit sur ces données-là, pas du tout. Vous payez Microsoft, ultimement, vous contractualisez, par exemple, Microsoft 365, vous payez une mensualité pour qu'on vous fournisse un service. Vos données restent vos données. Donc, on réitère ces engagements-là. Ce qu'on mentionne, c'est qu'on redirige la demande vers vous, puis malgré tout, on a une pression gouvernementale, par exemple, de fournir accès à ça. C'est qu'on est prêt à aller jusqu'aux plus grandes instances de cours à travers la planète pour défendre vos intérêts, vos droits, parce que fondamentalement, c'est au cœur de la confiance d'utiliser nos solutions. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'élément SFI, mais on le réitère. Puis évidemment, tout ce que je vous dis là, ce n'est pas seulement dit dans des présentations, c'est contractualisé avec vous. Donc, ultimement, d'un point de vue, si vous êtes un MSSP ou vous êtes un client, bien, nous, on prend ces engagements-là contractuellement pour vous protéger de ça. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième truc que je voulais vraiment m'assurer de toucher, c'est est-ce qu'on continue à investir, justement, d'un point de vue infrastructure pour fournir de l'IA, pour fournir du cloud à travers la planète?
La réponse est oui, puis on accélère ces investissements-là. Et cette publication-là, justement, mentionnait qu'en Europe, on accélère ça, puis on le vit au Canada aussi. Donc, probablement que la majorité des gens qui sont ici sont au courant qu'au Québec, particulièrement, il y a eu des investissements massifs en infrastructure qui ont été faits. Je voulais vous partager les photos ce matin de où ça en était rendu, mais on n'a malheureusement pas le droit, justement, pour des raisons de confidentialité, de sécurité. S'il y a des gens qui ont l'œil attentif et qui sont de Québec ou qui passent à Québec parfois sur l'autoroute de la capitale, proche du Costco, vous avez peut-être remarqué sur l'autoroute un bâtiment qui pourrait s'apparenter à un centre de traitement qui appartient à Microsoft. Mais ça progresse. On avait annoncé 500 millions d'investissements. Je veux vous dire qu'on est au-dessus du double désormais, puis on accélère ces investissements-là. On croit fondamentalement que même, évidemment, si on a des racines américaines, on est une compagnie multinationale, puis on doit investir partout sur la planète pour avoir cette capacité-là de traitement, de calcul, là où vous vous situez, dans le pays où vous vous situez, et on continue ces investissements-là de façon massive. Donc, bref, ça conclut pour je vous dirais le contexte, le rôle de Microsoft dans tout ce qui est cybersécurité puis IA. Puis je passerai la parole à Myriama qui va nous expliquer d'un point de vue IA, comment on est capable de sécuriser ces expériences-là avec les contrôles de sécurité Microsoft. Parfait. Merci beaucoup. J'ai eu la question ce matin d'un collègue, est-ce que tu vas parler de copilote pour 365? Et la réponse est oui. Donc, quand on parle de la cybersécurité au bénéfice de l'IA, on parle de comment est-ce qu'on peut utiliser la cybersécurité pour protéger les applications d'IA générative. Donc, oui, pour copilote pour 365, mais au-delà de cette application-là. Je veux réitérer sur un point que tu as mentionné, David Alexandre, sur nous, on va vraiment essayer de protéger vos données restent vos données, on s'engage à ce que ce soit à vous dans votre environnement, mais la responsabilité est quand même partagée. Vous le voyez ici pour les plateformes IaaS, PaaS et SaaS. Je vais me concentrer un peu plus sur les applications SaaS aujourd'hui, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous trouver plus tard. Pour les applications SaaS, comme vous le voyez, on a beaucoup de responsabilités par rapport à ce qu'on met en place et ce qu'on vous donne comme application. Ceci dit, il y a quelques points qu'on devrait quand même regarder aujourd'hui pour s'assurer qu'on vous aide dans votre partie de responsabilité aussi. Je vais revenir un peu sur les préoccupations qu'on entend de nos clients, mais un peu plus par rapport aux données. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, on a peur qu'il y ait un partage excessif de données, que les gens accèdent à des choses qu'ils ne devraient pas avoir accès à. On a peur qu'il y ait des fuites de données, surtout de nos clients, des fuites de données sensibles de l'organisation. Mais il y a aussi un dernier point qui est la peur qu'il y ait une utilisation non éthique. Donc, on utilise l'IA générative ou les applications d'IA générative d'une façon non éthique pour trouver de l'information qui est non éthique. Ceci dit, ce que j'avais proposé de couvrir l'année dernière, c'était un peu plus sur comment est-ce qu'on partage Copilote pour 365. C'était la plus grosse demande de nos clients. Fait qu'on avait vraiment regardé comment est-ce qu'on peut auditer les prompts qui sont utilisés dans Copilote pour 365, comment est-ce qu'on fait la découverte de qui utilise l'application, de quelle manière, etc. Fait que ce qu'on avait regardé, c'est comment faire des audits de ce qui est partagé et ce qui est demandé dans le copilote pour 365. On avait aussi regardé comment protéger les données. Donc, comment est-ce qu'on met en place des politiques de protection de l'information pour pouvoir limiter l'accès de nos utilisateurs aux données auxquelles ils devraient avoir accès et non au-delà de tout ça. J'avais fait une démo pour les gens qui étaient là. Si vous avez des questions, encore une fois, ça nous fera plaisir de répondre. Mais j'avais aussi partagé un peu d'informations sur ce qu'on appelle SharePoint Advanced Management, donc SAM. Puis, ce que j'avais proposé, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on peut toujours commencer à utiliser SharePoint Advanced Management jusqu'à maintenant pour commencer à utiliser de l'IA générative. Fait que moi, je dirais, si on me demande comment est-ce qu'on peut commencer à utiliser de l'IA générative, puis pas avoir trop peur, puis mettre en place quelque chose d'au moins basique, commencer avec Copilot ou des applications d'IA générative avec SharePoint Advanced Management. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, c'est inclus dans la licence de Copilot pour 365, donc c'est plus un coût additionnel. Et après, perfectionner avec Purview et les solutions qui sont incluses dans Purview, donc protection de l'information, risque interne, etc., etc. Avec SharePoint Advanced Management, on est quand même capable de se sécuriser d'une manière à se sentir confortable de commencer notre journey vers l'IA générative.
Pour cette année, j'ai décidé de quand même aller couvrir un petit peu plus au-delà de Copilote pour 365. Comme vous pouvez vous imaginer, depuis l'an dernier, c'est plus juste Copilote qui est utilisé dans l'entreprise et on commence à utiliser beaucoup plus d'applications de tierces parties. Pour ça, il est super important de mentionner, puis David Alexandre, tu l'as mentionné par rapport aux différents clouds, comment on sécurise différents clouds, et c'est la même chose pour les plateformes d'IA génératives. Donc, ça, c'est quelques exemples qu'on a mis ici, mais il y a beaucoup plus d'applications qu'on couvre maintenant et qu'on essaie de vous aider à sécuriser. Donc, moins de Shadow IT. Ceci dit, on utilise les solutions de sécurité Microsoft pour pouvoir faire du discovery des applications d'IA générative utilisées dans l'entreprise. Fait qu'on est capable de savoir quelle application nos utilisateurs utilisent maintenant. C'est sûr que vous n'allez pas tout savoir, puis vous allez avoir des surprises ici. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut quand même vous donner aussi un rapport ou une évaluation des risques de ces applications-là. Fait que vous avez accès à toute cette information-là, puis vous êtes capable d'aller bloquer certaines de ces applications d'IA générative qui ne sont pas acceptées dans l'entreprise ou que vous n'êtes pas capable de contrôler. On est aussi capable d'aller utiliser des politiques de DLP, donc de Data Loss Prevention, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de l'information sensible copiée dans ces applications tierces. Fait qu'on met en place, c'est la même stratégie qu'on peut utiliser à l'interne avec une application comme Copilote pour 365, mais pour les applications comme ChatGPT ou autres, limiter le copy-paste de l'information sensible à l'extérieur de l'entreprise. On peut aussi avoir une idée sur le risque du behavior ou de comment nos employés utilisent l'IA générative. Donc, Insider Risk Management va vraiment pouvoir donner de l'information à l'équipe de sécurité pour leur dire il y a des questions qui ne sont pas très normales. Cet employé a déjà donné un notice pour partir dans 2 semaines, mais il demande beaucoup de questions dans vos solutions d'IA générative sur de l'information IP ou de l'information sensible. Fait que ça va commencer à corréler tout ça. Et finalement, là où je veux aussi me concentrer rapidement, c'est sur ce qu'on appelle le Data Security Posture Management. On appelait ça, il y a 1 an, AI Hub. En levant la main, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent AI Hub? C'est encore toi? C'est super, merci. AI Hub était vraiment utilisé pour avoir un peu plus de télémétrie sur comment les solutions d'IA générative sont utilisées dans l'entreprise. Maintenant, encore beaucoup plus développé que l'an dernier, et c'est en utilisation publique. Donc, c'est en GA. Pour la question, parce que je sais que ça va arriver, quelle licence on a besoin d'avoir ça? C'est E5. Donc, si vous n'êtes pas encore là ou si vos clients ne sont pas encore là, pas de problème. Commencez avec SharePoint Advanced Management. Petit à petit, vous allez arriver vers Purview puis pouvoir utiliser les solutions plus avancées. Ça va vous donner beaucoup plus de rapports. Je vais aller un peu rapidement pour te donner de la place, David Alexandre. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations. Donc, si on regarde ici, je vous ai pris des captures d'écran pour avoir une meilleure idée. Ça va vous donner des recommandations sur comment mettre en place un peu plus de politique de sécurité pour la protection des données reliées à l'utilisation des applications d'IA générative, pas seulement Copilote. Ça va aussi, si vous allez dans les rapports, ça va vous donner plusieurs informations sur l'utilisation puis les interactions dans le Copilote, puis les interactions dans les applications tierces aussi. Si on va plus en détail, ça va aussi nous donner une idée sur est-ce qu'il y a une utilisation non éthique de ces applications-là? Est-ce qu'il y a on utilise des mots sensibles ou de l'information sensible pour demander des questions? Fait que ça va vous donner beaucoup plus de détails. Si vous allez dans quelques-uns de ces rapports-là, vous allez voir que dans le Activity Explorer, vous allez voir toutes les interactions, quelle solution est utilisée, etc., etc. Si vous allez dans le détail de ces interactions-là, puis je vais me pousser un petit peu ici, vous allez pouvoir même voir les prompts, le détail. Est-ce qu'il y a de l'information sensible qui est sortie dans la réponse? Donc oui, il y a beaucoup de télémétrie là-dedans. Vous êtes capable de filtrer pour savoir qu'est-ce qui est plus important. Puis vous êtes même, si je retourne, une slide, vous êtes même capable de voir quel type d'information sensible spécifiquement a été mentionné dans la question ou dans la réponse. Et finalement, ce qui est
important, c'est que ça vous donne la possibilité d'avoir des recommandations puis d'être guidé vers est-ce que je devrais restreindre ce type d'information un peu plus, puis appliquer des politiques de labeling, d'étiquette. Est-ce que je devrais aller restreindre tout type d'items? Est-ce que je devrais laisser les choses? Fait que même portail, vous êtes capable d'avoir beaucoup de télémétrie, c'est très, très pointu, puis vous êtes capable d'aller de l'information à l'action. Pour finir sur la partie de comment utiliser la sécurité pour sécuriser l'IA ou les applications d'IA générative, prenez votre temps. On comprend que c'est compliqué. On sait que mettre en place des politiques de gouvernance de données, c'est pas facile. Bien sûr, travailler avec les partenaires, parce qu'ils sont incroyables là-dedans. Je ne veux pas faire de partenaires spécifiques, vous êtes tous super. Mais ayez une idée sur comment est-ce que je peux commencer. Puis notre recommandation, c'est aller pas par pas, mettez en place une politique de Zero Trust. Commencez par ce que David Alexandre mentionnait, l'identité, etc. Puis aller vers utiliser SharePoint Advanced Management, petit à petit Purview, plus en détail dans Purview, plus en détail dans DSPM for AI, puis vous allez y arriver. Ceci dit, je te passe la parole pour parler de l'autre côté. Exactement. Merci, Myriam. Puis peut-être rapidement un topo, puis on le verra en conclusion aussi, mais on réalise évidemment ces contrôles-là. On parlait d'investissement en sécurité qu'on fait pour protéger l'IA générative. On réalise que malgré d'un point de vue cyber, on est tous des gens souvent qui veulent réduire le risque de façon significative, il y a une pression immense par les lignes d'affaires, par les organisations, par les gens souvent qui ont besoin de l'IA pour protéger cette expérience-là. Donc, c'est de trouver un équilibre. On espère dans ces investissements-là, évidemment, que Myriam vient de vous partager, que vous soyez en mesure de démarrer l'aventure d'IA générative de façon sécuritaire, pas par pas, évidemment, en mettant en place ces solutions-là. Effectivement, on revient peut-être, j'ai sauté un peu vite, là, mais dans le contexte, là, maintenant, on voulait tourner un peu la rhétorique de dire comment l'IA peut aider notre gestion de la cybersécurité au quotidien. Puis évidemment, l'année passée, on avait commencé avec vous en disant, les outils de sécurité, évidemment, là, tout ce qui est l'apprentissage machine, le machine learning, on était mieux quand même, mais quand même réactif, relativement en silo, plutôt statique, plutôt manuel dans la configuration là, justement de cet apprentissage machine-là. Donc, on savait que l'IA générative pouvait potentiellement nous aider à être plus proactif, mieux intégré à nos plateformes, plus dynamique et surtout plus automatisé. Donc, ce qu'on avait partagé avant d'aller là, c'est vrai, on avait aussi constaté plusieurs défenseurs qui ont probablement utilisé, par exemple, ChatGPT pour fournir que ce soit une requête KQL pour faire l'investigation dans vos plateformes de SIM, SOAR, peu importe, là, ou autre technologie là, pour être en mesure d'avoir une réponse à un incident ou faire du forensics. Ce qu'on réalise, c'est que oui, il y a des avancées avec l'IA générative, je vous dirais, qui opèrent complètement à part, mais malgré tout, il y a un raisonnement, il y a un contexte à l'IA ou un LLM standard, là, disons un chat GPT de ce monde, qui n'est pas suffisant pour fournir, je vous dirais, des gains substantiels. Donc, il y a vraiment une intégration dans les outils de sécurité qui s'avère nécessaire. Et c'est pour ça, justement, qu'on avait investi dans ce qui s'appelle Security Copilot, qui est une plateforme d'IA générative dédiée aux cyberdéfenseurs, vraiment dans nos outils de sécurité. Ce n'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Ce sont dans nos portails de sécurité. Et ces outils-là, ultimement, permettent d'utiliser l'IA générative dans deux expériences distinctes. L'expérience qui est intégrée. Donc, par exemple, vous auriez le portail Defender, où vous auriez la protection de vos terminaux, la gestion de vos terminaux, la gestion de votre identité et autres. Là. Puis, vous seriez en mesure, par exemple, de faire le sommaire d'un incident, parce que ça peut, on le voit peut-être, c'est très petit à l'écran, là, mais ça peut être extrêmement complexe, extrêmement technique. Il y a une lourde pénurie de personnel, évidemment, là, donc pour être capable de tirer avantage des plateformes de sécurité que vous avez, de raisonner là-dessus, puis d'avoir en langage naturel un résumé d'incident. On commençait à utiliser Security Copilot pour faire ça. Puis on a une expérience aussi qui est dédiée. Dédiée, ça veut dire, c'est pas dans une interface de produit Defender, par exemple, ou M365. Vous avez une interface dédiée à Security Copilot, puis vous conversez en langage naturel, un peu à la ChatGPT, là. Puis vous pouvez avoir de l'information, oui, dans les outils de sécurité Microsoft, mais vous auriez pu connecter des tiers là-dedans. Puis évidemment, c'est des outils où c'est ça, vous pouvez poser questions-réponses et obtenir justement des gains d'efficacité. Donc, on a vu les apprentissages qu'on a vus dans la dernière année. Ça a apporté ses fruits. Je vous dirais, on a progressé là-dedans. Puis il y a eu des bénéfices tangibles en passant un des plus grands clients à travers le monde de Security Copilot et d'ici au Canada, même dans l'Est du Canada. Donc, il y a quand même ici au Canada une adoption, je vous dirais, relativement intéressante de Security Copilot.
Ce qu'on réalise, par contre, c'est que l'expérience dédiée, là, vraiment à la ChatGPT ou au copilote où je suis dédié puis j'interagis avec l'interface, il y avait une courbe d'apprentissage qui était extrêmement prononcée. Les gens avaient de la difficulté à tirer le plein potentiel de ça, et ça, c'est un feedback qu'on a reçu puis qu'on a voulu améliorer d'un point de vue produit. Par contre, l'expérience intégrée au produit, le résumé d'incidents, c'est souvent ça qui a montré le plus de gains pour les organisations. Évidemment, la pénurie de personnel en cyber puis le contexte croissant des menaces fait qu'on sait que l'IA générative va être une solution. Les attaquants l'utilisent, les défenseurs doivent l'utiliser aussi. Donc, on doit continuer, double down, de vraiment accélérer nos investissements en IA générative. Et c'est pour ça qu'en mars dernier, on annonçait justement l'arrivée des agents en IA générative. J'ai l'impression qu'on va vous donner mal au bras, mais en levant la main, est-ce que vous avez entendu parler d'agents cette semaine en IA générative? Parfait, pas surpris quand même. Donc, on emboîte le pas avec Security Copilot. Ce que ça veut dire, ultimement, c'est des gens qui sont habitués, SIEM, SOAR, par exemple, à avoir des playbooks, des workbooks qui sont automatisés avec, on parle plus en anglais qu'en français, j'ai l'impression, mais des workflows, là, vraiment des flux de travail automatisés. C'est très rigide, très statique. Ça peut rapidement briser si on n'est pas familier avec le contexte. Donc, bref, ce n'est pas parfait, cette automatisation-là traditionnelle. L'agent se veut beaucoup plus adaptatif, beaucoup plus dynamique, a du contexte et apprend surtout par rapport à ce que vous allez lui fournir, à votre bénéfice. Je ne le mentionnez pas au nôtre, mais au vôtre. On fournit la solution pour vous. Donc, cet agent-là, vous pouvez l'entraîner à votre bénéfice, puis il va devenir meilleur dans votre contexte à vous. Donc, on voulait vous montrer peut-être 2 exemples. Je vois que le temps file. Je le fais rapidement. Là. 2 agents qu'on a annoncés. Ce que je m'apprête à vous montrer là en passant, certaines technologies sont encore ce qu'on appelle en private preview, donc toujours à l'essai chez nous. Vous pourriez en faire l'utilisation quand ce sera public preview pour monsieur, madame, tout le monde. Puis je sais que c'est imminent pour certaines démonstrations que je vais vous partager là. Donc, c'est très prometteur et ça s'en vient activement. Première des choses, vous seriez dans le portail Defender. Encore une fois, ce portail-là n'est pas disponible à monsieur, madame, tout le monde. Là. Ce serait pour vos cyberdéfenseurs, donc les gens qui ont accès à vos portails d'administration. Vous verriez, par exemple, que l'expérience Security Copilot est disponible. Évidemment, souvent, si vous faites du triage pour du phishing, par exemple, pour des courriels de hameçonnage, si vous êtes dans ces consoles-là, vous savez le nombre. Si je porte votre attention à la boîte qui est plus à ma gauche, à votre droite, voilà. Il y a plusieurs incidents qui ne sont pas assignés à personne pour le triage et l'investigation. C'est souvent le cas. C'est fastidieux. Ce sont des tâches qui sont lourdes de faire ce triage et l'investigation-là. Donc, il y a un agent qui est disponible pour faire ça maintenant, qui s'appelle l'agent justement de triage pour les courriels de hameçonnage. Donc, je vais le configurer dans cette démonstration-là, puis je vais être en mesure de dire, moi, je veux créer une identité. Ce que ça veut dire, une identité pour un agent, c'est que littéralement, il pourrait jouer le rôle d'un membre du personnel dans votre organisation, sur lequel vous avez le contrôle, je tiens à le mentionner, mais il va vraiment pouvoir assumer proactivement des tâches sous votre supervision. Donc, je configure ça, le rôle que je vais vouloir lui donner, c'est vraiment l'analyste pour les courriels de hameçonnage. Évidemment, j'ai configuré mon agent et automatiquement, de la façon dont je l'ai configuré, cet agent-là va s'assigner directement des tâches pour le triage, l'investigation de ces courriels de phishing-là. Je cliquerai sur un incident, par exemple. Évidemment, là, on a le recensement là, de différentes informations, mon kill chain par rapport à cet incident-là. Je vais attirer votre attention sur l'activité que l'agent a pu porter. Si je clique, c'est très petit, je le sais volontairement, là, mais juste vous dire, c'est l'ensemble des activités en quelques minutes que l'agent a pris en charge pour vraiment faire le triage d'investigation de ces menaces-là pour le phishing. Ça peut aller, par exemple, de la mise en quarantaine, vraiment aller au bac à sable, être capable de regarder dans le courriel s'il y a des images ou des liens qui peuvent être frauduleux de façon proactive et non pas réactive. Regarder vraiment le scanning des images, puis ultimement arriver avec un constat. Oh, je me rends compte que je n'ai pas l'autre capture d'écran pour ça, mais juste vous dire, l'apprentissage de ça aurait pu faire que c'est une attaque, effectivement, qui est un vrai positif. Donc, je confirme avec l'humain que c'en est un. Si jamais c'est un faux positif, ce qui peut arriver, par un humain, par l'IA générative, bien, à ce moment-là, je serai en mesure de lui mentionner à l'IA générative, à Security Copilot, et lui va apprendre de ça. Donc, votre intervention va être importante pour rendre l'outil meilleur dans votre contexte à vous. Évidemment, il y a toujours des rapports qui vous permettent d'avoir une visibilité là-dessus pour être certain que l'humain est toujours en contrôle, évidemment, de ces actions-là posées par l'agent. La dernière démonstration que je voulais vous montrer, c'est par rapport à la gestion des vulnérabilités et Intune. La gestion des vulnérabilités, c'est un sujet chez nos amis de KPMG, en font une passion aussi, d'autres fournisseurs aussi, mais souvent, c'est un sujet qui est, on sait, essentiel, mais qui est combien lourd dans les organisations. Puis malgré qu'on sait que c'est une priorité, c'est souvent un peu l'enfant pauvre, là, si on veut, de tout ça, là, de notre posture en cyber. Donc, juste vous dire, directement dans le portail Intune, par exemple, vous auriez la disponibilité d'aller chercher un agent pour la remédiation à ces vulnérabilités-là. Donc, ce que l'agent pourrait faire dans ce contexte-là, si on le configure,
C'est vraiment d'avoir accès à Intune, d'avoir accès à mon portail Defender. Et ultimement, automatiquement, on pourrait lui demander des scans, par exemple, journaliers sur mes CVE, donc mes vulnérabilités dans l'environnement. C'est ce qu'on va voir. Donc, directement, il va partir ce scan-là. Puis, on va regarder, on va contextualiser à votre événement, est-ce que ces CVE-là rendent votre parc de PC, par exemple, vos mobiles, votre environnement, particulièrement dans le contexte que je vous montre, c'est Windows, est-ce que ça le rend vulnérable? Donc, on va faire une analyse sur ce qui vous rend vulnérable, puis on va ultimement préparer la mise à jour pour être capable, sur les postes de travail, de vous protéger. C'est vrai, on voit évidemment en passant, il y a une intelligence en arrière de ça pour vous dire, fonction de la gravité des CVE, qu'est-ce qu'on va prioriser comme mise à jour. Puis avant, ultimement, la mise à jour, ce qu'on va faire, je ne sais pas si vous voyez le petit point d'exclamation, là, ça va demander une approbation de l'humain pour être certain qu'avant qu'on force la mise à jour, qu'on pourra automatiser, mais dans ce contexte-là, on l'arrête, on va vous dire voici le nombre de PC qu'on va pouvoir mettre à jour, fonction de la sévérité des CVE puis des machines qu'on considère vulnérables dans ce cas-là. Donc, bref, beaucoup de travail qui a été fait pour intégrer l'IA générative avec des agents automatiquement là-dedans. Puis évidemment, par la suite, on va être en mesure de faire, comme vous le voyez à l'écran, là, de pouvoir partir notre mise à jour, justement, via Intune de nos postes de travail, puis qu'on puisse être mieux sécurisé en fonction de la surface d'attaque qu'on avait à protéger. Donc, ça faisait le tour pour les agents d'un point de vue Security Copilot. Simplement vous dire, je viens de vous montrer deux technologies qui sont émergentes, évidemment, dans Security Copilot. Il y a les technologies Microsoft que nous, on développe, mais il y en a d'autres de nos partenaires aussi qui font de la propriété intellectuelle sur Copilot, Security Copilot, pardon. Donc, vous allez voir, là, dans les prochains mois, ça va devenir en disponibilité générale. Puis on est très, très, très excités à l'idée d'intégrer ça dans nos portails de sécurité, puis que vous puissiez en bénéficier. Peut-être avant de conclure, peut-être certaines leçons apprises. Je pense qu'on l'a fait au cours de la présentation, mais on voulait vraiment conclure sur, je pense, un constat qu'on pense général, là. Toutes les IA et tous les fournisseurs infonuagiques, évidemment, ne sont pas conçus de façon égale. On vous invite à vraiment faire vos devoirs là-dessus d'un point de vue personnalité, de voir c'est quoi les différences d'un point de vue protection de l'information, d'un point de vue garantie contractuelle, SLA, protection des données et autres. C'est vraiment là, ce que les usagers dans vos organisations respectives utilisent peut, malgré que l'outil soit extrêmement performant, peut vous mettre à risque. Puis on vous invite à vraiment porter un œil attentif là-dessus. Ce qu'on réalise aussi, c'est que bloquer, c'est utopique. Exactement comme ça l'était à l'époque des Dropbox où on voulait fermer l'ensemble des voûtes cloud pour le stockage, pour l'information. On réalise que les entreprises, les PME, les organisations gouvernementales doivent fournir de l'IA générative à leurs employés, sans quoi on va trouver une façon d'utiliser vos jeux de données dans des IA qui sont plus sensibles, plus à risque. Donc, ce qu'on vous suggère, ce n'est pas de bloquer, c'est de réduire la surface de risque, de mieux gérer, mieux gouverner, mieux sanctionner l'expérience d'IA générative. Puis on a fait une bonne démonstration avec ce que Myriam a montré de comment on peut réduire ce risque-là de façon significative avec les plateformes Microsoft Security. Puis ultimement, d'un point de vue agent, super prometteur. Puis on pense sincèrement que ça peut aider à la prise en charge d'activités. Par contre, évidemment, toujours supervisé par l'humain. Puis on vous invite à l'essayer. Comme je vous dis, ça va devenir disponible prochainement d'un point de vue Security Copilot, mais d'un point de vue Copilot in 365, vraiment copilote pour la collaboration. C'est déjà disponible. On vous invite à les utiliser puis à gagner en productivité de façon significative. Donc voilà, ça faisait le tour pour nous. Si vous avez des questions, ça nous ferait grand plaisir. Puis encore une fois, merci à la tribune, merci à l'évolution de l'invitation. Puis on sera disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va briser la glace pour cette deuxième journée et poser des questions? Je regarde. De ce côté-là ici, si je peux avoir un micro. Ah, j'ai pas mes runners aujourd'hui. Ça sent bien. Maxime, tu vas pas assez vite. Maxime prend son temps. C'est bien de voir que, dans le fond, Microsoft Copilot fait beaucoup de choses. Mais en guillemets, en ce moment, les choses qu'il fait, dans le fond, c'est ce que, dans le fond, nous, on fait chez Info Virtuel. En mettant l'IA qui fait pas mal tout, on devient juste un gestionnaire de vérification, voir si l'IA ne fait pas des erreurs. Peut-être répéter la fin de la question. Je m'excuse. Dans le fond, étant donné que, dans le fond, ça va être Microsoft Copilot pour 3, c'est ça? Dans le fond, c'est eux ça va appliquer lui-même les meilleures politiques de sécurité, puis ça va mettre en place, ça va faire les updates, ça va faire les applications. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, la question, c'est à quoi on sert? Ah, tout à fait. Puis à vrai dire, c'est drôle parce que justement, hier, j'avais la question, est-ce qu'on aura toujours besoin de MSSP, de fournisseurs en service gérant cybersécurité pour protéger notre posture? Premièrement, évidemment,
on peint un portrait plutôt statique. Aujourd'hui, voici ce qu'on voit sur la planète en 2025. Mais ça évolue. Donc, vous pouvez penser que ce que vous avez configuré aujourd'hui ne sera pas suffisant demain. Ça, c'est un. Donc, clairement, il va falloir configurer, optimiser l'IA en fonction de vos connaissances de ce qui se passe. Ce qu'on souhaite faire avec l'IA, c'est vous concentrer justement sur ces tâches-là qui ont de la valeur ajoutée. Première des choses. Deuxième des choses, je vous dirais, si vous avez un MSSP qui ne fait pas usage de l'intelligence artificielle pour vous défendre, moi, je le challengerais ce MSSP-là. Parce qu'on est convaincu que c'est une combinaison d'IA puis de personnel, d'humains, souvent dans des services gérés, qui vont faire la différence demain. Donc, évidemment, de plus en plus, on accélère la prise en charge automatisée parce qu'on réalise qu'on a besoin de faire ça, parce que d'un point de vue attaquant, on le fait. Mais on n'est pas du tout à la journée où tout va être configuré et ça va fonctionner tout seul. Il y a une proactivité, clairement, qui est plus grande. Mais encore aujourd'hui, quand on parle des organisations, que ce soit les entreprises, PME, gouvernement, il y a encore une pénurie de main-d'œuvre immense, puis on espère que ça dégage un peu de capacité pour que les humains se concentrent sur les choses qui sont vraiment importantes. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, tu as tout couvert. Ta job est sécurisé. Tu es correct. Tu as encore une job. Je voulais juste lui dire, contente de te revoir cette année. Très beau suit encore. Vous allez le voir davantage d'ailleurs plus tard. On a une question ici en avant. Bien, merci à vous deux, premièrement. J'ai une question qui est un petit peu technique, qui est vraiment plus back-end. À quand est-ce qu'on va voir un Copilot for Security qui va pouvoir venir s'intégrer dans Azure Lighthouse ou MS365 Lighthouse pour qu'on puisse faire du multi-client avec? J'ai entendu un peu parler de ça dans des discussions de roadmap potentiellement. On voit l'impact et l'importance de nos MSSP encore pour continuer sur le point de David Alexandre. C'est quelque chose auquel on pense activement. Mais comme tu vois, par exemple, on laisse de la place à nos partenaires de développer, par exemple, des agents qui vont être faits par eux, comme tu le vois, par exemple, BlueVoyant ou autre. Fait que je ne serais pas surprise de voir que d'ici quelques mois, il y aura une annonce sur l'intégration de Security Copilot. Oui, tout à fait. Puis, si tu permets d'ajouter là-dessus, Myriam, d'un point de vue mondial, oui, pour un contexte MSSP, mais même dans un contexte des clients plus complexes, qui ont plusieurs environnements, plusieurs tenants, on reconnaît qu'il y a évidemment la fragmentation de ces environnements-là, c'est un défi. Puis on a investi de façon massive. Il y a un groupe chez nous qui s'appelle Flags, puis je vais m'arrêter là parce que c'est extrêmement confidentiel puis sous NDA, mais qui développe des fonctions en cyber multi-tenant, justement pour ces contextes-là, ou des MSSP, ou par exemple, ça peut être des gouvernements ou des grandes entreprises, ont besoin de travailler dans plusieurs environnements, partager de l'information, par exemple, que ce soit du threat intel ou vraiment des IOC, ou que ce soit l'IA générative, par exemple, d'un workspace à un autre workspace. Donc, j'en ai clairement trop dit, mais bref, on investit de façon massive là-dedans parce que c'est un défi. Super. J'ai une question de ce côté-là, ici aussi. Je surveille s'il y en a de ce bord-là. N'hésitez pas. J'en ai une autre de ce côté-là. Maxime Stal. Super. Bonjour, c'est... Allô? Bonjour. C'est bien bon en tant que Microsoft. Vous avez un point de vue là, très grand. Hein, des gouvernements, des grosses entreprises. Vous parlez de licence E5. Moi, en tant que consultant solo, et je m'avancerais à dire beaucoup d'MSP, MSSP ici, on ne fait pas affaire avec des entreprises de cette envergure-là. Hein? Il y a beaucoup de PME. Tout à fait. Pensez-vous qu'à un moment donné, on va avoir de quoi là, pour adresser ce marché-là? Myriam, tu as une expertise là-dedans? Merci pour la question parce que j'ai commencé ma carrière chez Microsoft en PME. Puis j'étais encore dans les cercles des PME puis de taille moyenne, fait que ça m'importe beaucoup. Je te dirais à quoi j'ai fait allusion aujourd'hui un peu. C'est qu'on sait que E5, c'est un chemin pour y être, puis ça peut coûter très cher pour des PME. Là où on recommanderait de commencer, serait de commencer avec des politiques qui sont déjà incluses dans la solution. Donc, si vos clients investissent déjà dans le copilote pour quelques utilisateurs, sinon toute l'entreprise, si assez petite, il y a déjà des choses que vous pouvez utiliser dans le copilote. Donc, j'ai parlé de SharePoint Advanced Management. C'est encore beaucoup plus mieux que ça l'était l'an dernier. Donc, beaucoup plus de fonctionnalités qui sont déjà incluses. Donc, pas plus d'investissement, ça c'est un. De deux, il y a des choses, si le client est sur du E3 versus du E5 ou sur du Business Premium, il y a déjà un plan de Information Protection, protection de l'information, déjà inclus. C'est manuel, c'est pas automatique pour mettre du labeling et tout, mais il y a quelque chose en place déjà. Fait qu'utilisez en masse ce qui est déjà inclus. Puis si vous voulez faire des ajouts, pas besoin d'aller
un pas vers E5, il y a des mini-bundles, puis je ne rentrerai pas dans le licensing parce qu'on a besoin de 3 heures pour ça. Mais il y a des mini-bundles, par exemple, Information Protection and Governance, juste par-dessus que tu peux ajouter, qui va te donner beaucoup de choses en plus qui pourraient aider dans ces étapes-là. Chose est certaine, moi, je ne m'attends pas à ce que les clients avec lesquels vous travaillez soient en mesure de mettre ça en place seuls. Hein. C'est des technologies qui sont super efficaces, puis évidemment, là, c'est là que nos partenaires sont essentiels pour mettre ça en place, opérationnaliser ça. Mais évidemment, là, on vous parle du continuum, on est au bout de ça, là, puis on vous parle des technologies émergentes, mais je comprends qu'il y a une immense courbe d'apprentissage pour vous puis pour les clients à mettre ça en place. Là. Tout à fait. Merci pour la question. De ce côté-là, j'en avais vu un. Ouais, il y avait Super, si vous voulez vous lever. Bonjour, merci. Non, vous devez vous lever. Ah oui, pardon. Oui. Pardon. Bonjour. On sait que récemment, Claude a développé MCP Protocol qui peut connecter des modèles LLM à des tools ou bien à des services comme Microsoft. Donc, ma question ici, est-ce que Microsoft a développé un MCP Server qui permet, du côté des Defender par exemple, qui permet de connecter un modèle LLM à votre Defender, par exemple, et avoir un agent qui permet de faire ce que vous avez présenté, par exemple. Et de l'autre côté, on sait si voilà, ça c'est possible voilà, avec le MCP Server, ça va avoir voilà, des risques parce que c'est comme une sorte d'API qui va se connecter à votre système. Donc là, si on va le faire, est-ce que vous avez des conseils comment on peut réduire le risque d'utiliser un MCP Server de votre côté? Deux questions. J'ai perdu des mots. Est-ce que... Je peux en prendre un bout, honnêtement. Puis, honnêtement, je ne serai pas la meilleure personne pour répondre d'un point de vue technique à vos questions. Là. On pourrait y donner suite, si vous voulez, par la suite, puis il y a des gens de nos équipes qui pourraient vous donner un coup de main. Dans tous les cas, là, je pense que le contexte de votre question, c'est est-ce que de l'IA générative autre que Microsoft pourrait nous donner de l'aide en cyberdéfense ou s'intégrer à vos plateformes Defender et autres? Est-ce que je me trompe de vous dire que c'est la question? Parfait, excellent. Je vous dirais que d'un point de vue Azure AI Foundry, puis ce qu'on fait dans nos plateformes, on est beaucoup plus ouvert hein, qu'on l'était à l'époque. Là. Ça fait des années que ce virage-là avec Satya Nadella a été fait. Là. Donc oui, il y a une ouverture à pouvoir avoir accès via API, pas nécessairement même CP Server, là, mais bref, il y a une ouverture à pouvoir donner accès à l'IA générative à des jeux de données via, par exemple, ce qu'on appelle le Security Graph chez nous. Là. Donc, vous seriez en mesure de connecter de l'IA générative, oui, aux données, à la télémétrie dans M365. Ce qu'on réalise, par contre, puis j'ai rapidement passé là-dessus, là, mais c'est qu'un LLM plus standard qui n'est pas conçu pour la cybersécurité ou entraîné sur les plateformes Microsoft, l'efficacité est parfois moindre. Donc, on ne vous empêche pas de le faire. Il y a une ouverture, la plateforme le permet, c'est une compagnie de plateforme. Là. Mais ce qu'on réalise, c'est que le gain en efficacité, normalement, est plus grand avec des produits, des LLM puis des modèles d'IA générative conçus pour la cyberdéfense que des LLM génériques qu'on va connecter, par exemple, à la plateforme de sécurité. Je ne sais pas si ça va continuer à répondre à votre question, mais ça me fait penser à un autre point où j'ai eu des questions hier et aujourd'hui sur est-ce qu'on est capable d'utiliser nos solutions de sécurité dans le copilote pour sécurité, par exemple. Donc, prendre de l'information d'autres solutions puis utiliser copilote sécurité, LLM dans cette solution-là, mais on n'a pas tous les Defenders, on n'a peut-être pas E5 là-dedans. La réponse est oui. Donc, il y a déjà des connecteurs API avec lesquels vous êtes capable de connecter un CrowdStrike ou une autre solution tierce dans la solution pour pouvoir avoir plus de télémétrie sur votre environnement. Tout à fait. Et est-ce qu'on a répondu à la deuxième partie de votre question aussi? Les risques qui venaient avec ça. Il y en a effectivement. Souvent, je vous dirais, d'un point de vue de connexion avec nos interfaces, c'est tel que tel. Je vous dirais, c'est plutôt où vous amenez cette information-là, cette télémétrie-là qui peut être sensible. Comme je le disais tantôt, les fournisseurs d'IA générative ne sont pas tous, entre guillemets, nés égaux. C'est pas tous. Si souvent le produit est gratuit, si souvent la solution est gratuite, c'est souvent vous le produit, d'un point de vue information. Donc, on vous invite à être vigilant avec ça. Là, si vous sortez l'information, vous l'amenez dans un autre IA générative, de porter attention sur c'est quoi les termes et conditions de cette IA-là. Il y en a d'autres risques, là, mais comme je vous dis, on pourra, suite à la rencontre, là, connecter avec vous directement là-dessus. J'ai le temps pour une dernière question. Vous êtes fort ce matin, vous êtes très réveillé. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, moi, j'en ai quelques-unes aussi, là, parce qu'on a des personnes qui étaient très intéressées à la conférence, donc ils m'ont envoyé leurs questions d'avance. Pas de questions dans la salle? Donc, une question qui me venait du public ici. Vous avez mentionné que seulement 1% des responsables de la sécurité se sentent prêts face au risque de l'IA générative. Quelles sont, selon vous, les premières étapes concrètes d'une organisation devrait entreprendre pour combler ce fossé?
Merci pour la question. Je pense qu'on en a un peu parlé avec la question qui est venue de la table d'ici. C'est commencer pas par pas, honnêtement. On le comprend, c'est complexe, ça peut être dur, overwhelming. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup de politiques que vous êtes capable de mettre en place. Fait que commencer étape par étape, puis simple. Si je reviens au point que tu avais mentionné, David Alexandre, la plupart des attaques restent encore sur l'identité. Fait que revenez à la base, pensez au Zero Trust. Est-ce que j'ai comblé tout ça en premier? Si oui, là, je peux aller plus loin. Mais allez pas à l'envers, allez pas sur le compliqué, Insider Risk Management, DSPM for AI, etc., si vous n'avez pas comblé les choses de base. Tout à fait. Si vous voulez ajouter quelque chose? Tout à fait. Parfait, je continue à regarder s'il y en a d'autres. Sinon, j'ai une petite dernière question aussi, côté public. Super. Dans le contexte où la confidentialité et la sécurité des données est une priorité grandissante pour les organisations québécoises, comment Microsoft adapte-t-il ses approches en matière de sécurité et de gouvernance de l'intelligence artificielle? C'est une bonne question, ça. C'est une très bonne question dans le contexte actuel, effectivement. Peut-être mentionner là-dessus, j'en ai rapidement fait mention là, sur les annonces qui ont été faites en Europe par Brad Smith, là, notre président du côté légal chez Microsoft. Là. Mais on a investi de façon significative dans les contrôles de sécurité dans les plateformes infonuagiques que vous avez déjà, Microsoft 365, Azure, Dynamics et autres, là, pour être certain justement là, que la protection de l'information, ce soit la plus grande priorité. On travaille déjà avec des organisations, à vrai dire, pour ce qu'il y a dans ces environnements-là, de rehausser la barre d'un point de vue, par exemple, cryptage des données ou d'un point de vue protection, si vous voulez, là, de la gouvernance des environnements. Et même un concept où, si vous aviez besoin, par exemple, de support de Microsoft, il y a des mécanismes supplémentaires pour dire un ingénieur de Microsoft doit avoir accès à X, Y, Z interface pour vous fournir le support. Donc, on investit de façon significative dans les contrôles de sécurité pour que les gens se sentent confortables d'utiliser le cloud public. Je veux vous dire aussi, dans d'autres pays qui ont utilisé, par exemple, des technologies de type cloud souverain ou de vraiment purement indépendant de la colocation dédiée, il y a eu beaucoup de friction sur la disponibilité de la propriété intellectuelle des outils cloud qui sont disponibles là-dedans parce que ce n'était pas, je vous dirais, la performance ou la même innovation que le cloud public peut fournir. Donc, l'approche qu'on prend là-dedans, c'est de continuer à investir dans le cloud public étant ce qui est disponible actuellement au Canada, là, puis on rehausse la barre d'un point de vue de contrôle de sécurité, et non pas nécessairement de prendre des infrastructures dédiées qui sont extrêmement dures à mettre à jour, puis qui, de toute façon, souvent, ne fournissent pas le niveau d'outils ou de technologie que vos clients ont besoin. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on rehausse la barre puis qu'on investit en contrôle de sécurité de façon significative. Génial. David Alexandre, Myriama, un grand merci.